bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Fil 78 si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro du 7-8 Société. La question du soir, faut-il obliger les maires à construire des logements sociaux? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos invités. N'hésitez pas à réagir sur le Twitter de l'émission. Hashtag 78 Société. Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, veut, je le cite, créer un électrochoc chez les maires qui ne respectent pas la loi solidarité et renouvellement urbain, dite loi SRU. Ce texte oblige toutes les communes de France de plus de 3500 habitants à avoir un quota de 25% de logements sociaux dans un objectif de mixité sociale. Que dit vraiment la loi SRU? Pourquoi certaines villes préfèrent payer des pénalités plutôt que de construire des HLM? De quels moyens disposent les communes pour appliquer la loi? Quid des villes qui dépassent largement le quota des logements sociaux? Eh bien, pour répondre à ces questions, 4 invités autour de la table. Nous allons commencer avec Nicolas Tardy-Joubert, qui est membre du bureau du Parti chrétien-démocrate des Yvelines. Bonsoir. Nous avons également Thomas Urdi, qui est adjoint au maire de Trappes à l'urbanisme. Bonsoir. Mireille Frézil, association Solidarité Nouvelle pour le logement. Vous en êtes une membre active. Bonsoir. Vous n'avez pas l'air convaincu. Si. Bruno Sauvage, membre du Codeski. Bonsoir. Et avec nous également Gilles Bombard, qui est doctorant en droit à l'Université de Paris 13 et qui nous accompagne pour cette émission. Ce sera notre spécialiste droit. Et justement, c'est avec vous, Gilles, qu'on va commencer. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots aux téléspectatrices, téléspectateurs, en quoi consiste la loi SRU? La loi SRU, déjà 3 lettres qui renvoient à la solidarité et au renouvellement urbain. Pour faire simple, il est question là des logements sociaux. C'est une loi qui fêtera bientôt son 15e anniversaire, puisqu'elle a été votée le 13 décembre 2000 sous le gouvernement Jospin. Alors, les objectifs de la loi SRU sont clairs. Favoriser la mixité sociale en instaurant un taux minimum obligatoire de logements sociaux dans une commune en fonction et de sa taille et de sa localisation d'ici 2020. Donc précisément, il s'agit d'instaurer 20% de logements sociaux pour les communes ayant plus de 1500 habitants en Île-de-France et 20% de logements sociaux pour les communes ayant plus de 3500 habitants dans les autres régions. Alors ce taux minimum a été revu à la hausse par la loi Duflot du 18 décembre 2012. On passe de 20 à 25% de logements sociaux obligatoires dans certains secteurs. Objectif à remplir d'ici 2025. Alors entre 2011 et 2013, c'est plus de 1000 communes qui étaient concernées par la loi SRU. Merci Gilles. Alors messieurs, Madame Frézil également, qu'est-ce qui empêche concrètement les maires aujourd'hui, on va commencer peut-être avec vous, M. Tardy-Joubert, qu'est-ce qui empêche concrètement un maire aujourd'hui de construire des logements sociaux? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais faire un petit préalable. C'est-à-dire qu'effectivement, cette loi SRU, il y a le mot solidarité. Et pour nous, le premier lieu de solidarité, c'est la famille. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un certain délitement de la famille, davantage de divorces, etc. Donc il faut faire en sorte que nous ayons des politiques qui permettent de ressouder les liens familiaux. C'est la première chose. Même si ce n'est pas à cause du logement que les familles se séparent. Non, mais quand les familles se séparent, ça crée un besoin de logement important. Donc ça augmente. Ensuite, la crise économique fait que, on a avec 5 ou 6 millions de personnes au chômage ou en sous-emploi des difficultés, donc un besoin de créer du logement social qui est extrêmement important. Donc le logement, pour nous, ça répond aux besoins fondamentaux de la personne, comme se nourrir, se soigner, il faut pouvoir se loger, ça répond à la dignité de la personne dans son intégralité. Et effectivement, il faut se rappeler que tout est lié, c'est-à-dire qu'effectivement, si la famille est unie, il n'y a pas besoin d'un double logement, et donc il faut traiter les causes et pas seulement les conséquences. Ça, c'est la première chose. Alors sinon, concrètement, qu'est-ce qui empêche les maires, hommes ou femmes, de construire pour certains qui n'atteignent pas ce quota, qui sont très loin du quota des 20% et bientôt des 25%. Alors, je pense que l'objectif doit être de faire en sorte que les objectifs donc, de construction soient atteints. Le problème, il y a 2 questions à se poser. La première, c'est le foncier est-il disponible ou pas? Et on sait que bien souvent, on veut préserver les centres-villes parce qu'on veut conserver le charme des centres-villes, mais il faut trouver des terrains. Donc trouver des solutions, et ça pourrait être tout à fait la proximité de lycées, des friches au niveau de la SNCF, de la RATP, des choses comme ça. Donc a-t-on le foncier disponible? Première question, parce qu'il ne suffit pas de décréter « je veux ». Ce n'est pas une décision brutale. Il faut quand même trouver les endroits où les construire. Et puis ensuite, a-t-on les capacités financières
pour réaliser ces constructions. Et notamment, ça retombe bien souvent au niveau des mairies, et donc ça crée vraiment des problèmes majeurs. Voilà. Alors, Thomas Héroldi, justement, pour répondre peut-être à ce que je disais à l'instant Nicolas Tardy-Joubert, est-ce que ces problèmes de foncier ou ces problèmes d'argent sont des problèmes réels qui empêchent les maires de construire ? Alors, un petit contexte préalable Également. nécessaire aussi. Alors, on a un besoin chaque année de 70 000 logements supplémentaires, logements sociaux. Il y a un retard en France qui est considérable. On sait qu'on a à peu près besoin de 1 800 000 logements, et c'est une estimation à la baisse par rapport aux vrais besoins. La création de logements supplémentaires, elle, mécaniquement crée la baisse du coût des loyers. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Et là-dessus, on a un contexte politique qui émerge par rapport à ces questions-là. On entend par exemple Valérie Pécresse dire qu'elle promet la fin des subventions aux villes qui ont plus de 30% de logements sociaux. Pour Trappes, ce serait catastrophique. C'est-à-dire qu'on aurait, en pleine rénovation, parce que la ville se régénère, un devoir d'arrêt, finalement, parce qu'on n'aurait plus de subventions. C'est plus de 60% à Trappes. Oui, voilà. Effectivement, Trappes a un historique particulier. Je ne vais pas revenir sur cette histoire. Mais on a effectivement la volonté au sein de la ville de créer une mixité. Alors cette mixité, elle a commencé déjà avec la rue 1, la rénovation urbaine. On le sait, il y avait 78% de logements sociaux il fut un temps. On a descendu actuellement à 60%. Et l'objectif de la mairie, c'est 55%. Alors pourquoi 55%? C'est pour une mixité, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puis on n'a pas baissé le nombre de logements sociaux pour autant. C'était mathématique, c'est-à-dire que dès qu'on a fait la rénovation urbaine, nous avons créé de l'accession sociale et de l'accession libre. Donc on n'a pas baissé le nombre de logements sociaux, on les a simplement accompagnés lors de la rénovation, de la construction de nouveaux logements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un objectif quand même normalement pour toutes les villes, c'est la question du parcours résidentiel. Vous avez un jeune qui quitte le foyer familial. Il trouve un premier travail. Il est dans la catégorie, il va chercher forcément la catégorie la moins onéreuse des HLM, à savoir le PLAI. Donc, on ne va pas rentrer dans les techniques, détails, mais il va se mettre en couple. Je finis avec la métaphore pour comprendre. Il va se mettre en couple, et là, il va avoir une augmentation de salaire, et il peut monter en gamme de HLM. Là, il va monter sur un PLUS, grosso modo. Ensuite, avant d'acheter, pourquoi pas, un jour en accession sociale avec le PTZ, avec tout ce qu'on sait, les aides de l'État, peut-être qu'il aura un tremplin avec un PLS. Voilà. Donc il faut un parcours. Il faut un parcours. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il faut un parcours. Dans chaque ville, on a des jeunes et on a des moins jeunes, parce que la vérité, c'est qu'on a de plus en plus, et c'est le constat, de personnes qui ont plus de 60 ans qui sont demandeurs. Et peut-être un chiffre très important par rapport à ce constat-là, et puis vous dire un peu après, je pense dans un second temps, comment on peut remédier à ces questions-là, c'est de se dire que il y a en France 70% des ménages qui sont éligibles aux logements sociaux. 70%. Ça fait beaucoup. On est souvent dans un débat un petit peu caricatural qui dit que le logement social, finalement, va faire venir la pauvreté au sein des centres-villes, au sein de... non, les villes savent évoluer en leur temps. On peut voir aussi bien à Trappes, comme à Guyancourt, comme à Magny, des quartiers qui sont au centre-ville où on a 50% de logements sociaux, 50% d'accession. Et je vous mets au défi de voir la différence. C'est un argument qui est souvent repris. Ça. Vous venez de dire la pauvreté qui va arriver en centre-ville. Beaucoup d'administrés, d'ailleurs les maires le disent clairement, oui. Ce ne sont pas les maires qui sont contre le fait d'avoir des logements sociaux, mais les administrés n'en veulent pas, ne veulent pas d'HLM dans leur ville. C'est ça. Par exemple à Brie-sur-Marne, entre 2011 et 2013, 0 logements sociaux. Alors c'est une catastrophe. Alors les villes n'offrent plus de parcours résidentiel, c'est ça le problème. Donc on a et le pire c'est que certaines villes, hélas, on est dans la politique, je vais le dire franchement, des villes de droite qui ne jouent pas le jeu, qui ont entre 0 et des fois 3%, qui en plus un langage un peu langage dogmatique. Si on regarde sur l'Île-de-France, un chiffre clé, 39 des communes qui ne respectent pas la loi SRU sont, sur les 40, 39 sur les 40, sont des villes du même bord que Mme Pécresse. Donc voilà, il y a des questions à se poser. Bruno Sauvage. Bien. Alors, donc je parle au nom de ce qu'on appelle le CODESCI, le Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Bien. Alors, donc, notre organisme est un organisme consultatif qui résonne à l'échelle des 7 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, la question que vous nous posez, à Saint-Quentin, je fais la moyenne des 7 communes. On est aux alentours de 39% de logement social. 39,9%. Alors, même 40 alors. Donc, là, je dirais,
on ne se sent pas très visé par cette injonction, hein, parce qu'on considère qu'on a déjà atteint le niveau, mais c'est Alors inégal. justement, Bruno Sauvage, je vous coupe, parce qu'il y a une infographie qui arrive justement à l'écran. C'est 39,9% sur tous 50 ans en Yvelines. Mais quand on entre dans le détail, il y a des disparités. Voilà, il y a une commune qui est en retard. À Voisin-le-Bretonneux, par exemple, 14%. Mais qui a quand même, je pense, la volonté de rattraper progressivement, de se rapprocher du chiffre. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'opposition à la loi SRU. Par contre, il y a une disparité entre communes qui s'explique par l'histoire et qu'il faut essayer de corriger. Uniquement par l'histoire ? Bon, je ne veux pas faire... Enfin, il faut essayer de corriger. Je pense que chacun a la volonté, je crois, d'essayer de rapprocher, de mieux répartir les logements sociaux. Mais puisque j'approche, le problème qui se pose à Saint-Quentin n'est pas tellement un problème de proportion de logement social, c'est un problème de logement tout court. Comme vient de le dire M. Urdi, il y a un problème de parcours résidentiel pour la population. Et Saint-Quentin, je suis un des mauvais exemples, on est arrivé dans les années 70-80, mais on était 6 dans la maison, on n'en est plus que 2. Donc ce qui se passe, c'est qu'à nombre de logements constants, il y a moins d'habitants. Bon, donc Saint-Quentin, qui est une ville plutôt réussie, on est satisfait d'y habiter, mais il faut trouver un nouvel élan, puisque aujourd'hui, chaque année, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, mais il y a 2000 personnes de plus qui partent que de gens qui arrivent. Et ça, c'est quand même pas bon pour le dynamisme de la ville. Et ceux qui partent, ce sont plutôt des jeunes. Donc, il y a un effort de logement à faire général sur toute la gamme sociale. Pour vous, ce n'est pas uniquement un problème de logement social, c'est plus large que ça. Ça. Mireille Fraise. Alors, moi, je voudrais parler de Solidarité Nouvelle pour le Logement, qui est une association de bénévoles qui a comme objectif d'acheter des logements sociaux pour les attribuer à des personnes en grande difficulté. Donc, nous sommes répartis sur la région. Vous prenez un peu la place de l'État dans votre association. Pourquoi pas. J'ai envie de dire chacun doit faire des efforts. L'État doit en faire et puis nous aussi. Et je pense, alors il y a 5 départements en France, pas en France, dans la région Île-de-France. Dans la région Île-de-France, oui. Il y a 75, de 92, de 91, de 94 et de 78. 78 représente à peu près 200 logements. Oui, on a construit, non, c'est pas construit, justement. Je voudrais revenir sur votre question. Parce que vous dites, faut-il obliger les maires à construire ? Ils ne sont pas obligés de construire. Il faut répartir ces logements dans la population. Sinon, si on construit un immeuble qui est que des logements sociaux, ça devient comment on dit ? Ghetto. Oui, c'est un ghetto. Voilà. Donc, mais par contre, de répartir parmi tout le monde, oui, ça c'est valable. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous achetons des logements. Vous achetez des logements, puis ensuite vous les louez à des conditions plutôt favorables pour les personnes en difficulté. Voilà, tout à fait. Vous rencontrez des difficultés avec des municipalités ou sur le terrain pour acheter ? Ça, c'est le problème des lois, si vous voulez. Toute loi peut être contournée. Donc, j'ai l'impression que certaines municipalités apprécient les contournements comme moi qui apprécie les contournements au niveau des impôts, par exemple. Et je vois qu'on avait un immeuble à acheter quelque part dans l'une des communes qui nous entourent. Et là, comme par hasard, le maire a refusé parce qu'on n'avait pas assez de parking dans la rue par rapport à cet immeuble qui nous permettait de faire 5 logements. Pas assez de parking. Mais et pour vous, la vraie raison ? Voilà. Quelle est la vraie raison pour vous du refus ? Je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas trop en rajouter dans sa commune, qu'il y en avait déjà beaucoup. Mais je veux dire que contourner la loi, c'est très ennuyeux parce que très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Nicolas Tardy-Joubert. Alors, vous parliez du programme de Valérie Pécresse. Je pense qu'on a vu tout à l'heure à l'infographie, c'est qu'il y a des villes comme La Verrière ou Trappes où on a plus de 60-70%. Donc 72,5 pour La Verrière. Donc on crée effectivement des ghettos, il n'y a aucune mixité sociale. Donc la position de Valérie Pécresse, c'est que la région ne subventionnera pas les communes qui sont au-delà de 30%. Parce qu'il faut avoir une meilleure répartition sur le territoire. Quand on voit qu'il y a quand même 16 communes en Yvelines qui représentent plus de 50%, qui ont plus de 50% de logements sociaux. Donc vous nous dites que Valérie Pécresse ne subventionnera pas pour justement que ces villes ne puissent pas qu'on ne continue pas à additionner du ghetto sur du ghetto, si vous voulez. Donc voilà. Donc il faut favoriser l'accès à la propriété. 3 mesures quand même qui me semblent importantes de décliner. Il faut permettre l'accès à la propriété. En fait, on constate qu'il y a une demande de plus de 50% des logements sociaux ces 10 dernières années.
Il y a, en 2007, plus de 50% des franciliens étaient propriétaires. Aujourd'hui, c'est 47,6%. Donc la crise économique aussi est passée par là, mais il faut favoriser l'accession à la propriété. Et une des possibilités, ce sera de donner un prêt à taux zéro pour aider les classes moyennes à devenir propriétaires, en tout cas pour les primo-accédants. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes pour répartir. Et ensuite, trouver un équilibre sur le territoire en préservant aussi les zones rurales, qui sont les espaces verts, qui sont absolument clés, mais ne pas faire de l'entassement et des grandes barres où ensuite le vivre ensemble, pour employer un terme à la mode, n'est pas le bon. Quoi. Je vais en profiter effectivement pour vous montrer quelques photos, si on peut les montrer à l'écran. C'est que quand on parle d'entassement, effectivement, pendant des années, on avait un parc social qui était plutôt intéressant parce qu'on avait de la mixité à l'époque. Donc on était plutôt dans un cadre où, même si c'était les grandes barres, on y retrouvait des classes moyennes, etc. Vous savez très bien que le parc a vieilli, que les classes moyennes ont quitté progressivement l'ensemble du territoire. L'objectif de Trappes à l'heure actuelle, c'est exactement, pour ne pas caricaturer, l'inverse que ce que dit Madame Pécresse. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire en sorte que cette ville soit une ville comme les autres. Donc là, on retrouve effectivement des ensembles du parc social tel qu'il était avant. C'est très chargé, effectivement. Voilà, c'est très chargé. Ou encore maintenant, on retrouve là, Léo Lagrange, le même procédé. Demain, rénover une ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y ait pas de stigmatisation territoriale. Quand vous avez une ville comme Trappes, qui a effectivement un tiers du parc social de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a un besoin de rénovation parce que c'est un peu daté, voilà à quoi ça ressemble une fois la rénovation faite. C'est-à-dire qu'on retrouve le charme des villes, c'est vers ça qu'on veut tendre. Donc quand on a 70% de logements sociaux, on a beaucoup de rénovations à faire. Or, ce que dit Mme Pécresse, c'est « Ah, ils ont plus de 30% de logements sociaux, je ne vais pas les financer ». Est-ce que financer, il vaut mieux aider les communes où on est très en dessous de ces 30% que là où on est très très au-dessus. C'est assez logique parce que ça permettra de répartir l'effort sur le territoire. Oui, mais c'est aider des communes, excusez-moi. Et là où c'est possible, là où il y a le foncier disponible. Oui, mais c'est aider des communes qui ont un langage séduisant de dogmatisme au sujet des logements sociaux. On le sait très bien que c'est politique, c'est pas qu'une question de logement social. D'ailleurs, le terme logement social renvoie à cette fausse réalité, parce que 70% des Français étant éligibles, on peut parler un peu plus, à mon avis, d'HLM, d'habitat à loyer modéré. C'est quand même l'objectif. Donc demain, la ville de Trappes, et comme d'ailleurs l'ensemble des maires volontaires, l'idée c'est de construire des nouveaux logements sociaux qui n'ont plus rien à voir avec les bars HLM des années 60. Et de maintenir, que c'est une réalité en France quand même, de maintenir une mixité. Et pour ça, il est quand même très important, si on veut casser les ghettos dans nos villes, et je vais aller plus loin, on parlait de ghettos souvent déshérités, moi je parlais de ghettos de riches. On a des ghettos de riches qui se soustraient à la réalité de leur propre jeunesse, parce que vous avez des jeunes qui ne peuvent pas se reloger au sein de leur ville, des personnes âgées qui ne peuvent plus supporter le coût des loyers, et donc par dogmatisme, on va tourner le doigt à cette réalité de 70%. Bruno Sauvage, ensuite je vous redonnerai la parole. Donc M. Urdi, il vient de rappeler effectivement tout le travail fait à Trappes là, depuis une dizaine d'années. On a parlé de la Verrière. La Verrière a un projet, alors c'est à venir, mais un projet très important de construction d'un nouveau quartier et de réaménagement de tout le quartier autour de la gare, qui a justement pour but de rééquilibrer les proportions de logements et d'avoir quelque chose de beaucoup plus, je dirais, où on retrouvera toute la gamme de logements, puisque l'objectif, c'est ce que nous disons au Codeski, c'est d'offrir dans un quartier toute la gamme des logements. Alors, vous avez l'écart semble tellement important, Bruno Sauvage, 72%. Oui, mais ça va prendre combien de temps? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Le but, c'est pas de redescendre à 25. Non, mais les nouveaux quartiers seront équilibrés, c'est ce que je veux dire. Là, et puis, vous avez parlé du foncier. Alors, puisqu'on a 50 ans d'Yvelines, c'est sûr que quand on a fait la ville nouvelle, on a construit sur du terrain agricole. Aujourd'hui, il faut regarder les photos aériennes de la ville et on s'aperçoit qu'il y a certaines zones, en particulier des zones d'activité, où il y a beaucoup de vide entre les immeubles. Et donc, dans les 20 ou 30 ans, il faut restructurer surtout ces zones d'activité qui vieillissent et qui peuvent, surtout quand elles sont près d'une gare, qui peuvent, dans l'avenir, c'est un potentiel urbain important pour refaire des vrais quartiers qui ressemblent à des villes. Ce qui manque à Saint-Quentin, on est satisfait, mais ce qui manque à Saint-Quentin, surtout pour les gens qui viennent y travailler. Dans les zones d'activité sont coupées de la ville. Et les gens qui viennent y travailler, ils ne voient pas de ville à Saint-Quentin. Donc il faut recréer des noyaux urbains qui ressemblent à des villes, des rues où on a envie de se promener. Voilà. Mireille Frézil. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser peut-être la dernière question de l'émission. Est-ce que la méthode du gouvernement en fait, actuelle est la bonne? C'est-à-dire qu'on parle pour les maires réfractaires et qui ne respecteraient pas ce pourcentage de 25%, on parle de préempter, c'est-à-dire de prendre des terrains de force
et de faire construire dessus. Mireille Frésil, ensuite je donnerai la parole. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour la préemption. Le problème, si vous voulez, c'est que ça ne va pas résoudre le problème de la diversité des personnes qui sont à reloger. Des personnes qui gagnent, qui vont payer un loyer à moins de 6 € le mètre carré. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent vivre au milieu de personnes qui vont payer 3 000, 4 000 € le mètre carré? C'est pas possible. Donc, est-ce que c'est pas ça justement la mixité sociale? Ben, c'est ça la mixité sociale. Mais comment faire pour que les maires adhèrent à ce projet-là? C'est là que je ne sais pas. Nicolas Tardy-Joubert, puis... Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut relancer la construction. Il y a des besoins qui sont énormes, il faut y répondre, mais il faut répondre de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des ghettos là où il y en a déjà. Il faut apaiser les choses et avoir des constructions qui permettent aux gens de vivre heureux là où ils sont. C'est, je dirais, le plus important. Penser au financement des communes. Et bien souvent, si les communes ne le font pas, c'est qu'elles n'ont pas la possibilité. Donc il y a des systèmes financiers, oui. Il y a aussi des systèmes de rétorsion qui existent. C'est en fait une sorte de cagnotte obligatoire. Je pense qu'il faut aussi donner du temps au temps pour que les choses se passent. Parfois, vous êtes dans un centre-ville, vous ne pouvez pas tout détruire. Il faut donc avoir une approche qui soit très pragmatique et envisager ça sur des programmes pluriannuels. En tout cas, la brutalité du gouvernement sur ce type de sujet ne conviendrait pas. Il faut avoir une approche souple. L'approche souple, Thomas Hurdy, pour conclure. Oui, alors non, moi je suis plutôt dans une approche un peu plus directe. Alors juste pour redire, en fait on est mandaté en tant qu'élu par le suffrage universel. À ce titre, on doit respecter la loi. Ça, on ne peut pas en démordre. La seconde chose, c'est qu'il y a une position ferme du gouvernement. Effectivement, les préfets ont maintenant dorénavant le pouvoir de préemption des terrains situés dans les villes qui ne jouent pas le jeu. C'est ça aussi le but. Je vous rappelle juste que l'État a promis d'accompagner ces communes dans le cadre de contrats de mixité sociale. Donc ça veut dire qu'on va prendre la mesure du démarrage tardif de telle et telle ville. Par contre, on va les accompagner. Et quand je vois, par exemple, à Manille-les-Hameaux, comment Bertrand Houillon est en difficulté pour la création de 30 logements sociaux, j'ai bien peur que le langage dogmatique l'ait emporté déjà sur la réalité. Pourquoi, rapidement? Alors, parce que simplement, on imagine qu'on va y mettre effectivement une catégorie sociale défavorisée et que ça ne va pas créer la mixité. En fait, effectivement, et je rejoins tout à fait ce que dit le SNL à ce niveau-là, c'est qu'il faut absolument permettre une hétérogénéité sur l'ensemble du territoire de 50 ans en Yvelines. Je rappelle que sur les Yvelines, on a quand même 45 000 demandeurs de logements sociaux actuellement. Donc c'est un peu urgent. Voilà, si on pouvait enfin pour compléter, 34,8% de logements sociaux à Manille-les-Hameaux. Un mot de conclusion, Bruno Sauvage? Bien. Alors, c'est pas obligatoire. Comme on l'a dit au départ, je dirais la question que vous nous posez, elle est valable sans doute dans d'autres communes, mais à 50 ans en Yvelines, on ne se sent pas très visé directement par cette question-là. Mais c'est cette question, effectivement, de trouver un rythme de construction de logements équilibré en offrant toute la gamme entre loger des cadres d'entreprise et répondre aux besoins de logement social. Et surtout, le problème de 50 ans, c'est de trouver le nouveau départ pour la construction. C'était une ville nouvelle qui a beaucoup construite jusqu'en 2000, mais depuis, ça s'est ralenti et il faut trouver ce nouveau départ avec une nouvelle formule. Il ne s'agit plus de s'étaler, il s'agit de, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de voir certains quartiers qui peuvent changer. Mireille Frésil, ce sera le mot de la fin pour vous. Je voudrais dire que l'association sur la région Île-de-France a 1000 logements répartis dans la population. 1000. Sur ces 1000 logements, si vous voulez, il y en a 1100, non, il y en a 1000, il y a 8000 personnes qui ont été accueillies dans des HLM. Depuis la création du SNL. Depuis la création du SNL. Donc, très bien. Et on a 1100 bénévoles qui les accompagnent. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos actualités sur le site snl-union.org, voilà. snl-union.org. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Oui, ça passe très vite. Oui, débat passionnant. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On se retrouve, nous, dans 3 semaines. Mardi prochain et mardi dans 2 semaines, c'est Wilfried Richy qui animera le 7-8 politique. Bonne soirée à tous.